Tu parlais d'économie tout à l'heure, André. Quelqu'un a des propositions justement pour sauver la France, André. Oui, c'est Thierry Breton. Thierry Breton, effectivement, pour que notre pays réapprenne à compter, écoutez la vidéo. Vous savez, La France est le pays qui est le plus endetté en volume d'Europe et qu'on n'arrive pas à se sortir de ces 5% de déficit. Les Allemands, vous savez, en 2010, que ce soit les partis de gauche et les partis de droite, ont réussi à se mettre d'accord pour dire on va se mettre dans la Constitution parce qu'on n'arrête pas de se chamailler cette obligation de ne plus avoir de déficit. Moi, je propose non pas déficit zéro, mais déficit 1% en 2032. Donc c'est pas non plus très agressif, c'est une trajectoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire remettre de la discipline pour que, à nouveau, notre pays réapprenne à compter. Voilà. Eh bien, on est heureux, qu'on est vraiment... Alors moi, je vous dis, à chaque fois que j'écoute Thierry Breton, je sens cette sagesse, cette lucidité, cette brillance, voilà. Il est heureux, c'est vrai, il a raison. Monsieur Breton, il a raison, notre pays doit reprendre à compter. C'est nous qui sommes les responsables de cette dépense, de faire n'importe quoi, etc. C'est nous. Il faut qu'on apprenne à compter. Et surtout, lui nous donne des déclarations et des leçons. C'est pas possible, cette dette. On peut pas continuer comme ça avec cette dette. Alors, on va quand même peut-être faire un petit bilan, enfin léger, de l'exceptionnelle carrière d'entrepreneur de monsieur Thierry Breton. Bull, 95-97, restructuration, départ précipité vers Thomson. Bull s'effondre à nouveau après son départ. L'État doit injecter 100 millions d'euros, l'État, nous, bien sûr, 100 millions d'euros pour éviter le dépôt de bilan. Et après, notre héros, Thierry Breton, passe chez Thomson Multimédia, 1997-2002. Abandon de la production de téléviseurs, rachat de filiales à crédit, groupe au bord du gouffre à son départ, marque vendue quelques années plus tard à un repreneur chinois pour une bouchée de pain, milliers de licenciements. Et monsieur Breton, mais non, tout va bien. Il est promu PDG de France Télécom avec un salaire 2,3 fois supérieur à son prédécesseur. Bravo, monsieur Breton. Alors, France Télécom, 2002-2005, lance le plan top de réduction brutale de la masse salariale, refuse d'investir dans le MP3 3 ans avant l'iPod, plan repris par son successeur Didier Lombard et qualifié 20 ans plus tard par la justice de harcèlement moral institutionnalisé, au moins 35 suicides documentés. Et monsieur Breton, et notre ami monsieur Breton, lui, c'est normal, c'est logique, c'est gouvernemental, c'est la France. Il est nommé ministre des Finances. Bravo! Eh bien, ministre de l'économie et des finances, 2005-2007, privatisation des autoroutes, péage en hausse constante depuis, dividendes massifs pour les actionnaires, factures pour les contribuables et les usagers. Voilà, grand ministère de l'économie et des finances. Il y a lui et Bruno Le Maire, quand même, qui ont été de très très loin les meilleurs, et nous les regrettons encore. Et puis, lui, il va chez Atos. Alors Atos, 2008-2019, 10 ans, hein. Frénésie d'acquisition à crédit sans synergie, dette colossale, valorisation divisée par 10 après le départ de Thierry Breton, quasi-faillite, dépècement du groupe, plan de licenciement massif, il revend toutes ses parts avant de partir et se fait verser une retraite chapeau de 20 millions d'euros à la charge d'Atos. Voilà, et lui, et Thierry Breton, qu'est-ce qu'il devient? Il est nommé commissaire européen. Commissaire européen, 2019-2024, environ 300 000 euros par an, payé par les contribuables européens, nomination jugée à risque sérieux de conflit d'intérêts par anticorps, démission en claquant la porte en septembre 2024. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite, Thierry Breton, qui a admonesté les Américains, qui a admonesté les GAFAM, qui a dit à Elon Musk, on va faire la leçon? Où il est maintenant, monsieur Breton, depuis 1 an et demi, à la Bank of America. Et oui, ces salauds d'Américains, mais ces salauds d'Américains savent reconnaître les mérites, d'un Thierry Breton. Il rejoint le conseil consultatif international de Bank of America, 5 mois avant sa démission de la Commission européenne, sans période de refroidissement imposée. Vous voyez, tout de suite, là, c'est les portes tournantes. Voilà, activité présentée comme purement consultative à raison de 3 réunions par an. Voilà, on ne sait pas ce qu'il touche. 3 réunions par an, il doit toucher des broutilles, bien sûr. Voilà, ça s'appelle effectivement une carrière. Alors, vous voyez, lui, il n'a pas eu besoin de traverser la rue pour trouver du boulot, même pas cela. C'est magnifique, c'est un bilan. Et c'est lui qui, du matin au soir, à la télévision,
à la radio, donne des leçons d'économie, donne des leçons de morale, donne des leçons de liberté à Elon Musk et à X, donne des leçons de partout. Voilà, c'est pas magnifique. Ça, c'est la France. Ça sent si bon, la France, la douce France, le pays des experts. Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Et tous les candidats qui se présentaient et un nouveau vient d'arriver, André. Ah oui, et quel nouveau, on le connaissait pas, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et oui, il remet le couvert pour la quatrième fois, il remet le couvert. Et oui, il faut comprendre, il a 75 ans. Bah écoutez, faut y arriver, faut essayer encore, c'est vrai. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le et le repolissez. Et il repolisse, Jean-Luc, c'est recruté. Voilà ce qu'il vient de dire hier, effectivement. Il était sur les antennes de TF1 et voici ce qu'il disait, le cher Jean-Luc Mélenchon. Alors dites-nous, votre parti vous a-t-il choisi? Êtes-vous candidat à la présidentielle? Oui, je suis candidat. Si vous voulez, c'est le contexte et l'urgence qui ont fixé la décision insoumise. Oui, parce que la dernière fois, vous aviez dit que vous souhaitiez être remplacé. Oui, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Ah, pas du tout, je n'ai pas changé d'avis. Je l'ai été dans toutes sortes de fonctions, c'est-à-dire l'essentiel de ce que je faisais. Et puis là, la discussion ne s'est pas portée sur quel est le meilleur candidat du point de vue de je ne sais quoi, quelle esthétique. C'était qui est le mieux préparé pour faire face à la situation qui arrive. Eh oui, et qui est le mieux préparé que quelqu'un qui s'est présenté 4 fois, qui est politique depuis toujours, hein, depuis, je sais pas, 50 ans, 55 ans, il a été partout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut rappeler juste comme ça, il y a 1 an et demi, à peu près, Gilles Boulot, sur la même antenne, TF1, interrogeait Jean-Luc Mélenchon. Et voici ce que... Et Jean-Luc Mélenchon, évidemment, tapait sur Macron, c'est normal, comme il tape sur un peu tout le monde, tous ceux qui ne sont pas de la France insoumise et tous ceux qui ne sont pas de son avis. Écoutez. Oui, il est un peu gêné, là, Jean-Luc, un peu gêné. C'est vrai que vous n'avez jamais été au second tour. Eh bien, cette fois-ci, il va l'être. Il va prendre tous les moyens pour l'être au second tour, Jean-Luc. Il va être là. Mais alors, c'est très intéressant quand même de rappeler la chronologie des noms qui ont changé. Alors, et ça remonte. 2021, entendez, 2021, il parle au Dauphiné libéré, Jean-Luc Mélenchon. Il est évident que c'est ma dernière candidature. C'est même un argument en faveur. Je suis le seul à ne pas organiser une carrière, c'est vrai. Mélenchon, la carrière de politicien parfait. Voilà. 10 avril 2022, cirque d'hiver au soir du premier tour. Discours présenté comme un discours d'adieu à la candidature présidentielle. Ça y est. Et d'ailleurs, il l'a dit juste quelques jours plus tard. Je ne serai pas candidat pour l'éternité. Est-ce que j'ai envie? Non. 6 septembre 2022, à Reporter. Je souhaite être remplacé. Remplacé. Pas grand remplacé, mais remplacé. Je ne suis pas candidat à ma succession. Eh bien, mars 2024, et il dit la même chose, je souhaite être remplacé toujours. Et pourtant, il a parlé du grand remplacement. Hein. Eh bien, bonne chance adressée à Ruffin, à Panot et à Bompard. C'est magnifique. Mélenchon, donc, je vais vous dire, il ne sera jamais remplacé. Mélenchon, il faut le dire, il est irremplaçable. Et je souhaite de se présenter. Nous sommes en 2032, Jean-Luc. Tu seras encore là. En 2037. Tu seras encore là. Et tu vas gagner en 2042. On te le souhaite. On est sûr que tu vas gagner en 2042. Donc, tiens bon. Et le grand remplacement, il attendra. Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Et on tourne avec les filles qui, pour la fête, André. Ah oui, alors LFI est tout à fait pour la fête. Alors là, c'est très intéressant. C'est Manon Aubry. Je vais vous dire, est-ce qu'on pourrait faire une émission sans Manon Aubry et Sandrine Rousseau? Ce serait impossible. Il nous manquerait un élément essentiel à la culture française d'abord. Alors écoutez, voilà, on parlait un peu de fête, etc. Elle a été interrogée, Manon Aubry, sur les fêtes. Et voici ce qu'elle a dit par rapport de la rave party. Vous savez, écoutez.
Je pense qu'il vaut mieux les accompagner, donner des autorisations préfectorales pour identifier des lieux où ces fêtes peuvent se tenir. Sinon quoi? Sinon, ces fêtes se tiennent, quoi qu'il arrive, elles se tiennent dans un cadre qui est non encadré, non régulé. Et donc moi, je préfère que les forces de l'ordre puissent encadrer ce type d'événement et qu'on laisse franchement des jeunes faire la fête, quoi. Voilà, c'est vrai qu'il faut laisser les jeunes faire la fête. Regardez quelle fête, quand on a des fêtes pareilles. Est-ce qu'on peut vraiment censurer ça? C'est pas possible, monsieur Nunez. Regardez la rave party. Alors, dites-nous votre... Voilà, c'est la rave, vous voyez, c'est la rave. Regardez, formidable, il y a une foule, ils sont là, et ils bravent la boue, la tempête, les moments, le temps difficile. Voilà. Oui, alors, c'était pas prévu, enfin, c'était pas organisé, ils n'avaient pas l'autorisation, et alors, ça va, ça se passe bien, etc. Ça, effectivement, Manon Aubry, elle a peut-être pas tort, pourquoi pas. Mais, vous allez voir... Alors, il y a autre chose aussi. Alors là, la France insoumise en général, et Manon Aubry en particulier, elle supporte pas. Il y a une autre fête. Alors ça, elle ne supporte pas. Regardez, ça n'est pas tout à fait le même esprit, mais regardez. Là, c'est le canon français qui chante effectivement Michel Delpech. Voilà, ce sont des gens, ils se réunissent, ils sont sa barre de Dieu dans tous les pays de France, dans toutes les villes de France et de Navarre. Ils sont 4000, 5000 à chanter des chansons, le temps absolument aussi paisiblement. Et ben là, ça va pas du tout. Alors, vraiment, alors ça plaît pas. Alors là, c'est que ce canon français, vous imaginez, il chanson française en France. Non, mais c'est grave. Et allez, c'est à la droite d'Adolf Hitler. Il y a quelque chose à faire. On ne peut pas commencer à chanter les chansons françaises. En plus, avec des drapeaux français. Non, mais on est où, là? On est où? Ça, c'est vrai, je comprends que la France insoumise, Manon Aubry et Sandrine Rousseau, qui être français, c'est une valeur au rabais. C'est très intéressant, d'ailleurs, ça, vraiment, de voir à quel point ça peut aller. Et puis, il n'y a pas que sur, effectivement, les fêtes. Il y a aussi les boulangers. Eh oui, ça ne va pas. Il y a, vous savez, la baguette de pain. D'ailleurs, le béret basque et la baguette de pain, encore une espèce de métaphore terrible de la France. Mais d'ailleurs, ça compte pas. Alors, regardez cette illustration, effectivement. C'est quoi? C'est toujours Manon Aubry. Eh bien, Manon Aubry, elle n'est pas contente de certains boulangers. Pourquoi? Encourage à ne pas respecter la loi. Pour vous, le boulanger en question est un délinquant? Mais bien sûr, le code du travail... Attendez, c'est juste un boulanger qui voulait ouvrir sa boulangerie et qui sans doute l'a fait pendant des années jusqu'à ce qu'il y ait ces jurisprudences récentes. S'il le voulait, il pouvait ouvrir sa boulangerie et travailler lui en tant que patron, pas employer des salariés. Ah ben oui, il manquerait plus que ça, même s'il les paye 2 fois. C'est la boulangerie le 1er mai, on ne travaille pas le 1er mai. Lui, il peut travailler tout seul, mais pas avec ses employés. Et voilà, c'est quand même assez hallucinant, ça, vous voyez. On ne peut pas regarder, d'ailleurs, cette illustration de la boulangerie. Regardez, voilà. Donc, Naël, vous vous rappelez le délit d'obtempéré, qui avait été tué par un policier en flagrant délit d'obtempéré. Il avait 45 délits de fuite sans permis. C'est un petit ange. Mais le boulanger qui ouvre sa boulangerie le 1er mai, c'est un délinquant. Très intéressant, vraiment, au niveau des changements de langage, de perception, de mentalité, etc. Mais on va où? C'est-à-dire qu'on accepte, alors regardez aussi, le 1er mai, par exemple, au pied de la Tour Eiffel et ailleurs, on peut vendre de la nourriture sans contrôle. Regardez. Voilà, en bas de la Tour Eiffel. Lui, ils vendent du sandwich. Ben voilà, ils vendent du maïs. Voilà. Maïcho. Combien, Maïcho, combien? 2 €. Vidéo pour la Tour Eiffel, chef.
Combien, Maïsou? Combien? Pas vote pour moi? Pas touriste, moi. Voilà, maïs chaud à la Tour Eiffel, Marlboro. Ben voilà, maïs chaud, Marlboro à la Tour Eiffel, effectivement. Voilà, ça, il n'y a aucun problème, là, ils ont totalement le droit, et c'est vrai. Mais le boulanger, non. Le boulanger, non. C'est un délinquant. C'est fabuleux. Non, mais quand on arrive à ce stade, c'est très intéressant de voir, au fond, qu'est-ce qui se passe dans les neurones, là. C'est une vraie question. Hein. On ne demandera pas psychanalyse, mais quelquefois, on se demande si les fous n'ont pas pris position de l'asile et qu'on laisse faire.